Bonsoir à toutes et à tous et grand merci de nous rejoindre comme chaque lundi, toujours plus nombreux, afin d'assister à ce magazine 100% consacré à l'actualité de la comédie française en temps confiné. Lundi dernier, si vous nous êtes fidèles, vous avez découvert le premier des 4 rendez-vous consacrés aux souliers de satin de Paul Claudel. Claudel, ces temps-ci, d'ailleurs, je me permets de le dire, qui est à la fête de part et d'autre de l'avenue de l'Opéra, car s'il est monté place Colette, c'est-à-dire ici même dans son intégralité, il est aussi mis en musique avec une création au Palais Garnier par le compositeur Marc-André Dalbavie et mise en scène par Stanislas Norley. Donc finalement, en mai, c'est pas un soulier, mais bien la paire qui est donc à découvrir à Paris. Enfin, on va se concentrer évidemment sur la version qui est donnée ici aux Français. La pièce de Claudel, elle est gourmande, voyageuse, rebelle, sensuelle, brûlante. Elle est divisée en 4 journées, comme les opéras de Wagner. Et la musique, décidément, est quand même très intimement liée à l'écriture du poète. C'est bien lui aussi qui disait « l'œil écoute ». En tout cas, chaque semaine, une journée est montée sous la forme du théâtre à la table. Samedi dernier, avant-hier, c'est-à-dire, vous avez pu découvrir la première de ces journées et les 3 autres sont à suivre à partir de maintenant. Chacune de ces journées a son propre directeur artistique. Éric Ruff montait la première, Gilles David la deuxième, il est, c'est pour ça. Thierry Orsis la 3e et Christian Gonon la 4e. Ce sont donc ces 3 hommes de théâtre que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. 2 sont déjà là. Thierry, Christian, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous donner la main pour faire ce grand voyage, Claudel, dans le soulier. C'est la démesure poétique, la démesure romanesque, les mots, leur musique, leur parfum, portés par, c'est pas pour vous flatter le nombril, mais quand même les serviteurs d'exception que vous êtes ici dans la troupe, se suffisent d'une certaine façon quasiment à eux-mêmes, non ? Est-ce qu'on a besoin de décorum ? Est-ce que finalement cette forme immontable, elle n'a pas tout son sens au théâtre à la table ? Je pense que oui. Enfin, il y a un avant-propos de Claudel d'ailleurs dans le soulier de satin qui est assez magnifique et assez bouleversant dans notre situation de théâtre à la table où il explique, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il explique que moins c'est réussi, mieux c'est, que si on voit un machiniste qui passe avec un objet, que c'est très bien, que les acteurs peuvent eux-mêmes transporter des meubles, dire des didascalies, qu'on n'est pas obligé de représenter juste une toile peinte avec marqué terre ou ciel suffit amplement, il n'y a pas besoin de reconstituer justement un décor. Mais c'est vrai que le décor de la pièce est un décor intérieur. Enfin, c'est un décor. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est que c'est une langue qui touche profondément à l'inconscient, comme la musique, comme la peinture, comme tous les arts. C'est une œuvre d'art et le sens n'est pas le sens immédiat, réfléchi, psychologisé. Je vais dire si j'invente le mot, psychologisé d'une trame narrative très précise et très logique. Enfin, il y a une construction, il y a une grande construction romanesque, comme vous l'avez dit, mais avant tout, c'est une grande forme de poétique intérieure. Voilà, les mots se percutent, la couleur des mots est un signifiant en soi, et le sens des mots finalement est moindre que le choc des mots entre eux. Les mots ensemble. Voilà, et quand il dit l'œil écoute, effectivement, c'est-à-dire que ce n'est pas la parole qui comprend, ce n'est pas l'esprit qui comprend, c'est le corps qui comprend véritablement chez l'acteur et chez le spectateur. L'esprit est finalement, il reste ouvert, mais c'est tout le corps et tous les sens du corps qui comprennent cette langue et qui peuvent en toucher la beauté, je crois. Vous diriez que oui, c'est ça, que les mots de Claudel, ça, j'allais dire, dansent d'une façon particulière chez le comédien. Qu'est-ce que ça a de particulier, cette langue claudélienne ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous 3, bon, Gilles n'est pas là, on a traversé Claudel en tant qu'acteur. Avec Thierry, on a même partagé Tête d'or. On était ensemble sur ce plateau, Tête d'or, qui est son œuvre originale. Oui, qui est toute la terre de Franche-Comté. Du Tardenois. Ouais, du Tardenois. Et on l'a vu en travaillant, et je l'ai prouvé, je pense toi aussi Thierry, où à un moment donné, dans une répétition, ces grands moments textuels, où il y a quelque chose dans le corps qui se passe. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi à la table au début, ce qu'on fait là, puis tout d'un coup on va plus loin, et on est secoué
par ces mots-là, et on peut pas l'expliquer, on peut pas dire la situation, je dis ça parce que tu m'as dit ça ou pas tu m'as répondu ça. On est emporté et l'écoute aussi, je pense, du spectateur est emporté par cette chose-là, par ces mots qui s'entrechoquent et qui donnent autre chose que leur sens premier. C'est l'association de l'écoute aussi, de l'écoute intérieure et du partenaire et du personnage. Et donc là, c'est sûr que, en plus, dans ce théâtre à la table où on est cadré très serré, où ça peut encore plus vibrer sans s'occuper de projeter, mémoriser, tête d'or, c'est insensé le texte de cette pièce. Enfin, bon, il y a des grands, mais là aussi dans le soulier. Et tout d'un coup, on peut se lâcher. Alors, je vais pas l'éprouver. Si, je vais l'éprouver un peu avec toi parce que je suis dans la 3e journée, mais sur des personnages. Après, en tant que responsable artistique, on va lancer les copains pour dire, écoutez, prenez ce plaisir-là, ce risque-là. Oui. On en revient à ce que disait Isée dans le partage de midi. Il ne faut pas comprendre, mon petit monsieur, il faut perdre connaissance à ça. Alors, ça a été dit et redit, mais c'est bien de le redire. C'est vrai qu'à un moment donné, dans ce théâtre-là, moi, j'ai mis plein d'interrogations sur cette 4e journée que je vais essayer de résoudre ou d'interroger avec les acteurs qui vont. Mais j'ai pas de solution de sens à leur proposer. Je dis, mais voilà ce que je sens, ce que je ressens, et vous, comment ça se passe chez vous? Et après, ensemble, on va essayer de trouver un lieu géographique dans cette table, puisqu'on a cette grammaire commune, tous les trois. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut expliquer aux spectateurs qui prendraient le train en route quand même, de leur donner quelques clés, parce que c'est vrai qu'il y a donc ces 4 journées, 4 samedis consécutifs qu'on va pouvoir découvrir, avec une sorte de grammaire commune, vous le disiez, de malle au trésor commune, qui va servir aussi, parce que c'est ça qui est très beau, c'est que vous allez vous échanger les rôles tout au long de ces 4 journées. Vous, dans la troupe, ce sera pas toujours la même prouesse, pas toujours le même Rodrigue. Il va même pouvoir vieillir, d'ailleurs, ce Rodrigue, entre la première et la dernière journée. C'est ça qui est très beau aussi. Il y a même de temps en temps des femmes qui vont faire un roi, enfin, des rôles masculins, féminins, des travestissements qui sont possibles. Et pour, sans doute, aussi guider un peu le spectateur qui peut être quand même dans ce foisonnement, parfois un peu perdu, il y a comme ça quelques clés, quelques tâches, j'allais dire, par exemple le rouge de prouesse, je crois qu'il sera toujours là d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc vous allez puiser dans en bon français, less is more, quoi, très peu de choses, mais qui font véritablement sens tout de suite. Et le minimum, 4 tables. Oui, ou même peut-être mais sur le plateau Richelieu. Oui, sur le plateau de Richelieu. Ce qui est extraordinaire, parce que ce grand plateau, c'est notre plateau, qu'on n'a pas vu quand même depuis très longtemps, et qui est la ville avec les casiers à décor et tout. C'est un endroit de rêve, c'est un endroit. C'est vrai qu'Éric Ruff, qui a initié le projet, parlait d'un grand grenier. Ah, voilà quelqu'un. Pardon. Prenez place. Je me fais passer. Vous étiez déjà avec Claudel, vous, c'est ça? Il était à fond. Je suis passé par le plateau. Voilà, j'étais à fond. J'ai même pas vu leur passer. Voilà, je faisais ça. Gilles David, cher téléspectateur, qui met donc en scène, qui dirige artistiquement la deuxième journée, qui est donc ce qui est monté cette semaine. Parce que c'est un défi à chaque fois, 5 jours. Pour une journée, et cette fragilité de quelque chose qui n'est pas une forme parfaite, qui est une photo d'un endroit du chemin, en fait. C'est-à-dire que Claudel, dans son écriture et dans ce dont comment il parle de son écriture, ne veut pas justement un objet hiératique, extrêmement construit, extrêmement architecturé, extrêmement. Il aime ce fouillis, il aime le désordre. Il aime le désordre. Il prône le désordre. Il prône le pas bien fait. C'est toujours. Il y a quelque chose de très baroque là-dedans. Il y a quelque chose de très baroque. Il y a quelque chose de l'esquisse. On parlait tout à l'heure de
d'écriture automatique. C'est vrai que certains poètes écrivent sous narcose. On ne comprend pas quand on voit leur texte, on ne comprend pas comment ils ont écrit ces choses-là, comment ils ont juxtaposé des mots, juxtaposé des idées, et en même temps des idées qui font sens, encore une fois, en s'adressant au profond, à l'inconscient de chacun de nous. Et lui, je ne pense pas qu'il écrivait sous narcose, sauf peut-être la drogue de l'amour, ou de la foi, ou de la violence, ou de l'anathème, mais il est porté par quelque chose, et je crois que son écriture est terriblement violente, spontanée, immédiate. Une esquisse, mais une esquisse sublime. Enfin, il y a des esquisses de grands peintres ou des esquisses de compositeurs qui sont des... Mais d'ailleurs, musique et peinture sont convoquées énormément dans le texte. On pense à Velasquez, cette musique aussi qui est là tout le temps. Et le dire aussi aux spectateurs, il y a le piano. Et ça, c'est merveilleux, je trouve, d'avoir ce fil conducteur aussi comme ça de la musique qui s'immisce. Parfois est seul, parfois est accompagné, parfois vous chantez peut-être. Et en même temps, puisque j'en sors, on s'aperçoit... Il est chaud là, c'est très chaud. En même temps, c'est une écriture très concrète, c'est-à-dire ce que dit Thierry est tout à fait juste, il y a cette espèce de pulsion comme ça, avec notamment, et ça se voit même dans la typographie même de l'œuvre, où il y a les versets, on sent qu'il écrit comme il respire, quoi. Voilà. Et puis en même temps, on s'aperçoit que ces longues scènes, c'est pas du bavardage, on s'aperçoit que chaque réplique est très concrète, ancrée dans du réel, et que ça se répond, ça se parle, et quand on les regarde de près, même si on a l'impression que c'est une logorée interminable, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun mot qu'on peut enlever, que tout est nécessaire, que chaque réplique amène la réplique suivante. En même temps, il y a cette chose aussi très construite, très dialoguée, très concrète, quoi. C'est pas de la poésie comme ça. Non, mais si on en enlève un bout, on aura perdu l'image. Et si on enlève un bout, il y a des marges qu'on va enlever, quoi. Voilà. Et c'est ça, on s'en rend compte. Là, je passe pas mal de temps avec les acteurs à regarder vraiment comment chaque réplique amène la suivante. Et c'est vraiment, ça se répond vraiment, quoi. Et c'est très, très concret, quoi. Alors, allons-y, la deuxième journée. Cette deuxième journée, vous êtes en plein dedans, donc vous prend parce que vous êtes chaud. Bon, il y a des scènes absolument sublimes. Rodrigue, Proez, évidemment, ceux qui ne connaissent pas le Soulier, dire quand même que c'est cette lettre qui va passer 10 ans sur tous les continents, à n'arriver jamais ou à arriver peut-être, enfin voilà, d'un amour qui à la fois se fait dans des mots qui passent les océans et qui s'entendent de part et d'autre de façon un peu surnaturelle. Et il y a ce dialogue de l'ombre double qui est quand même absolument magnifique. C'est boulésien. Alors, ce qui est fou, c'est que il y a eu un espèce de débat entre Claudel et Barrault à la création, parce que Barrault l'avait coupé. La création ici, la création française, ouais. Et Claudel ne s'en remettait pas et disait que mais c'est central, cette scène est centrale parce que c'est juste parce que cette histoire s'est aussi inspirée de ce conte chinois où il y a deux astres qui se rencontrent et puis d'une manière très fugitive qui s'embrassent et qui après partent dans l'univers chacun de leur côté. Et l'ombre double, c'est ce qu'elle raconte, c'est que au moment où Rodrigue va rejoindre ses appartements à Mogador, l'espace d'un instant, il y a une fusion avec Proez et puis ça s'est défait. L'ombre double témoigne de ça et pour Claudel, cette scène était centrale, quoi. Et bon, il y a c'est l'accouchement après de Donia Setépé, leur fille. Et puis alors cette épée, attention, c'est la fille de Camille. Mais qui ressemble à Rodrigue. Moi, quand j'ai lu la pièce, j'ai lu que l'ombre double, c'était un peu comme la Vierge avec l'Esprit Saint. Enfin, où elle a enfanté. Puis il y a Joseph qui continue le travail. Cette épée, c'est le péché capitaux, enfin, c'est la faute. Non, c'est en ça qu'à la fois, il y a un côté peut-être sous narcose, et en même temps, on peut aussi tout relier tellement fort à la biographie de Claudel. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'en suivant le verset, il y a au-delà de la compréhension, je dirais, intellectuelle de la chose, il y a aussi ces mouvements de l'âme qui se traduisent par cette écriture. Et c'est cette chose-là où les acteurs, quand ils se font comme ça dans les versets, il y a autre chose qui dépasse le sens, je dirais, rationnel. Quoi, c'est vraiment l'âme qui parle. C'est exactement ça. On était là-dessus, non ? Sur cette discussion Alors, il y a l'ombre double dans la deuxième journée, il y a aussi la scène avec la lune. Vous êtes servi, je veux dire, tant mieux qu'il n'y ait qu'une table, en fait, c'est peut-être plus simple, ça résout quelques problèmes, non ? Parce que
Sinon... Oui, la lune qui témoigne de cette fusion entre Rodrigue et Prouès. Et puis c'est un texte alors terriblement érotique en même temps. Ouais, complètement. C'en est presque. Je me souviens, Vitesse disait, c'était Sainte Thérèse d'Avila qui fait l'amour avec le Christ et elle n'a jamais elle a des orgasmes magnifiques en dialoguant avec le Christ. Ça se termine d'ailleurs par un baiser à la fin de cette deuxième journée. Et ce baiser, quel est-il? Est-ce qu'il est celui des amants? Est-ce qu'il est celui d'un baiser au monde? Enfin, je veux dire, c'est vrai que tout est possible, mais c'est vrai qu'il y a une sensualité folle. Absolument, ouais. Et puis, je crois que c'est Rodrigue qui va dire jamais à Prouès, c'est-à-dire jamais. Enfin, et Prouès qui dit jamais, c'est toujours ça finalement. Je me permets quand même aussi de vous demander, Gilles, quelques souvenirs, parce que vous pouvez témoigner quand même d'une production mythique, qui est la production de Vitesse à Avignon en 87, qui fait... C'est pas gentil de dire la date, c'est ça, mais non, mais magnifique. Jean Leroy était l'élève de Gilles. Non, mais comment est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelque idée du parfum de ce moment-là? Moi, je me souviens d'un mouvement. Antoine disait on va faire ça vite et mal. Et je me souviens que finalement, chacune des scènes, on les a répétées très peu. Je pense que chaque scène, on a dû répéter 2 fois, pas plus. Et qu'en fait, on a retrouvé tout le Soulier de Satin et tout le souffle du Soulier de Satin le jour de la première. C'était notre premier filage, en fait. Notre premier filage, il a été fait en public, quoi. Et je me souviens qu'Antoine nous donnait on avait investi tout Chaillot et on allait répéter sous les escaliers, dans des salles de répète, dans des petits bouts de corridor. Et Antoine nous donnait des rendez-vous. Donc on venait, on lui jouait la scène. Lui ne la mettait pas en scène. Il nous en parlait. Il nous parlait de ce que ça lui évoquait. Il nous parlait de ce qu'on lui renvoyait. Il nous nourrissait aussi d'écriture, de témoignages sur la vie de Claudel. Et puis nous, on partait avec notre paquet, on continuait à bosser, et puis on venait, on lui amenait ça. Et puis finalement, il a répété toutes ces scènes très séparément. Il disait même, de toute façon, il faudra bien que ça se mette ensemble. On verra bien quand il sera temps de le faire. Et puis, on arrive à Avignon, avec ces bouts de scène comme un patchwork, quoi, ces petits carrés de chaque scène, comme ça, qui sont même des petites pièces en soi à chaque fois, quoi. Et puis, le seul but du jeu, c'était de se dire que finalement, quand une scène était à peine finie, l'autre allait commencer. On tuile, comme ça, il y avait comme ça une espèce de règle du jeu à coller tous ces petits morceaux les uns à côté des autres, qui avaient été répétés complètement séparément, et on a eu finalement la surprise, le jour de la première, de découvrir vraiment le spectacle, et puis Mais c'est une des questions, je trouve, difficultés, vous qui faites donc 2e, 3e, 4e, c'est vrai qu'il y a quelque chose du patchwork, on peut prendre des scènes les unes séparément les unes des autres, et en même temps, il faut quand même qu'il y ait une arche, il faut quand même qu'on soit pris. C'est en même temps ce que disait Gilles, quand je parlais de Narcos, évidemment, voilà, c'est sûr, c'est vrai que c'est une écriture, une poétique très concrète, très, très inscrite dans la terre du Bar de Noir. Enfin, Claudel est un terrien. Mais si vous voulez, il y a quand même une construction assez prodigieuse dans l'enchaînement de ces scènes qui, effectivement, comme le disait Gilles par rapport aux répliques, même si la scène, on se dit oui, pourquoi pas, on pourrait très bien la déplacer, non. Non, parce que la scène, 5 scènes après, va faire appel. Il aura fallu, oui. Voilà, et il y a vraiment, c'est comme s'il faisait un plan d'écriture, en fait. Comme s'il faisait un plan de scénario, disons, là, il se passe ça, là, il se passe ça, il se passe ça. Donc la logique, c'est ça, puis après, ça, il faut que je parle de tout, donc ça, clac, et puis j'écris. Enfin, je ne sais pas si c'est du tout comme ça qu'il a... Mais c'est véritablement construit comme un scénar. Enfin, il y a... Voilà. Ou je prends le temps. Un scénar version longue. Un scénar version... un scénar direct. Un scénar d'auteur. Oui. Un scénar direct. Ça ne rentre pas dans les standards c'est pas du moyen métrage. Il parle souvent de fil, tout à fait. Ah le fil, le mur, il y a pas mal de figures comme ça. Et le fil, alors il tisse c'est ce que dit Thierry, il y a des thèmes qui sont repris, des fils comme ça qui sont repris, comme ça il tire des fils comme ça qui fait rejoindre à certains moments, d'autre part après ça se
10 juin, voilà, par exemple, la première journée, le vice-roi de Naples, c'est une invention pure du sergent napolitain. Et paf, en deuxième journée, il est là, dis donc. Voilà. Et comme ça, et puis il y a des résonances comme ça de l'une à l'autre. En parlant. Tout est, même si ça paraît le foutoir, comme il dit, etc., mais en même temps, il y a des résonances incroyables et très précises, en fait, d'une scène à l'autre, et comment ça résonne aussi d'une scène à l'autre. Ouais. Ça, c'est une liberté aussi du théâtre, de pouvoir inventer sur place, dit je mens, et puis au bout d'un moment, bah non, je dis la vérité, et j'assume que j'ai menti, et que je dis la vérité, parce qu'on est au théâtre et qu'on peut tout faire. Et ça, c'est fabuleux. Et cette arche dont vous parliez aussi, elle va être donnée par notre scénographie, enfin, par ce tronc commun que nous avons. Ce continuum. Oui, ce grenier qui est le plateau de Richelieu, on en parlait en début d'émission, où Éric nous avait demandé qu'est-ce que vous avez besoin pour votre journée, et tout sera là. C'est-à-dire qu'on va puiser, et que les gens qui vont voir ces 4 journées vont ah mais tiens, les collerettes des ministres, je les ai vus dans la première journée, les casques des Espagnols, ou le rouge de Prouès, ou les manteaux de Rodrigue, ces tables. On va peut-être nous en faire des petites choses, on va peut-être un peu les disjoindre. Joindre. On verra bien. Mais disons que voilà, ce grand T qui est sur le plateau, il va pouvoir un petit peu bouger sur 10 ans. Puisqu'en fait, ça se dit des plaques. Ça se exactement. Des plaques. Exactement. Et je ne sais plus quel était le... C'était le fil aussi. Et le fil, je me disais que dans la 3e journée, Thierry insiste, il y a quand même une scène sublime de fil. C'est la scène de l'ange gardien, quand il a Prouès comme ça. Les 3 scènes, je crois que les 3 scènes de Prouès sont des scènes qui amènent à la résolution, donc à sa disparition, ou à son élévation, ou à ça. C'est-à-dire que la préparation, la grande scène de l'ange gardien, évidemment, qui est la prise de conscience, la scène avec Camille, qui est la grande confrontation, le grand duel, voilà, sur l'amour, sur la foi, sur l'existence même, et voilà, la salvation. Et puis la dernière scène avec Rodrigue, où ils se disent tout, et puis où elle part à la mort. Donc c'est vrai que la pièce est jalonnée par ces 3 grands... Parce qu'en dehors de ça, c'est finalement une pièce sur le cynisme de Rodrigue, sur la désillusion, sur la... Il évolue, Rodrigue, en même temps, je trouve. À la fin, il y a plus de tendresse qui arrive, il y a moins d'orgueil, il y a une vraie évolution du personnage. Surtout la 4e. Oui, c'est ça. Dans la 4e. Mais la 3e, genre d'abord sa première scène, ça part... la 3e journée comme une espèce d'énorme voyage entrecoupé de quelques scénettes croquignolesques, un peu drôles, sarcastiques, comme la scène du palais, mais ça part des 4 saints qui présentent ce sont les saints de 4 peuples différents, donc ils ratissent large sur toute la terre, avec Denia Musique qui en est à son voyage intérieur puisqu'elle porte un enfant. Je ne veux pas tout dire. Et puis après c'est la violence du voyage de Rodrigue qui rase les villages, qui brûle les plantations, voilà. Et après c'est le voyage de Don Fernand qui voit des baleines, enfin ça part de voyage, et puis petit à petit tout ça est jalonné par les grandes scènes de Prouès. Et puis par cette scène, moi je trouve magique, avec ce hameçon comme ça de l'ange gardien. La scène de l'ange, elle est sublime, je ne vais même pas en parler là, tellement parce que c'est beau. vraiment... Bon, vous avez raison, comme ça, c'est sûr. C'est tellement beau à découvrir. Et en même temps, avec cette prolifération de scènes, cette prolifération de personnages, et en même temps, paradoxalement, Claudel ne parle que de lui, quoi. C'est vraiment un voyage intérieur, il ne parle que de lui. Mais il est multiple, On retrouve le quatuor, ce fameux quatuor claudélien, avec l'actrice, des personnages récurrents. Voilà. En fait, tout ça, mais on le sait, celui de Satin, c'est vraiment, il avance masqué, il ne parle que de lui, il ne parle que de ses remords, sa culpabilité, il ne parle que de ça, quoi. Et
et je me souviens d'une anecdote, par exemple, on dit à Mogador, voilà, on les retrouve sur la citadelle de Mogador, mais en fait, c'est relié là aussi à une chose très concrète de la vie de Claudel, c'est qu'il se retrouvait avec Rosalie Welch à Paris, rue Mogador, dans un hôtel, et tout d'un coup, ça devient Mogador en Afrique, quoi. Il a le sens du sublime. Il sublime sa vie, quoi. Voilà. Mais il faut dire aussi, il était tellement épris de Rimbaud, de tout ça. Il avait le goût de ça. Seulement, bon, lui, il a voyagé, certes, mais dans les corps diplomatiques. Enfin, après, il s'est marié, il a eu des enfants. Voilà. Il n'empêche qu'intérieurement, il y a ce voyage complètement délirant. J'ai vu, non, mais je t'en prie, j'ai vu récemment une petite interview de Claudel qui parle de Rimbaud. D'ailleurs, à la 4e journée, Rodrigue a la jambe coupée aussi, comme Rimbaud. Et il le dit très clairement qu'il voulait voyager, est-ce qu'il emploie ce mot bourgeoisement? Il n'était pas prêt à être Rimbaud dépouillé, aventurier. Non, lui, il voulait une aventure balisée, donc il était ambassadeur, et puis ça lui a permis d'aller en Chine, d'aller au Japon, d'aller en Amérique du Sud. Et il le dit, alors il était assez âgé quand c'est très drôle, parce que un vieux pépé, vous savez, et en fait, derrière, il y a un volcan, Et derrière, quand on lui dit, je crois que c'est cette interview avec ce journaliste, on lui dit, justement, il lui souligne ça, il lui dit, oui, vous rêviez de voyage, d'aventurier, mais finalement, vous avez voyagé dans le corps diplomatique. Et Claudel dit, qui veut voyager loin, ménage sa voiture. Oui. Dans les références, il y a Rimbaud, oui, en effet, mais alors la 4e journée qui est sur la mer, il y a Shakespeare aussi, énormément. Quand il y a même le Brémond-Lannes, il y a le crâne, il y a tout. Il y a le silence aussi, c'est Hamlet qui finit par tout est silence à la fin de la pièce. Il y a des choses magnifiques dans ces scènes avec le japonais, où il faut savoir écouter le silence, parler à la nature doucement pour qu'elle vous écoute. Enfin, le vide, quand Rodrigue explique que au départ était le vide et c'est le fût du canon qui a entouré le vide pendant la création. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Quand il parle de l'Angleterre, c'est pas la terre et l'eau, non, c'est l'eau, et puis après on a mis la terre dedans. Donc il y a eu le ciel ou l'univers et on a mis la terre au milieu. Et ça part toujours du vide au plein. Et c'est la 4e journée, c'est la dissolution. C'est le retour aux origines, le retour au néant. Délivrance aux âmes captives. Oui, c'est exactement ça. Et puis la dernière scène, la religieuse vient prendre Rodrigue. Il dit, je peux faire la vaisselle, voilà. C'est peut-être ça. Juste avant que tu n'arrives, on parlait de comment le jouer. Et en fait, j'ai l'impression que ce vide là est une clé profonde pour justement se laisser complètement envahir et colorer. Que le comédien fasse. Que le comédien soit complètement prêt, ouvert, et vide. C'est-à-dire que s'il est déjà bardé s'il prépare son émotion, par exemple, comme parfois certains acteurs préparent leur émotion en coulisses pour entrer, etc. Il faut juste se laisser porter et emporter, comme tu le disais, c'est se emporter par ces mots-là, par cette langue-là, et qui va nous remplir. Voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la vague aussi. Mais même à l'intérieur, alors chaque journée pourrait même se jouer séparément, mais je dirais même à l'intérieur de chaque journée, chaque scène, c'est une petite pièce. Et ce qui est beau, c'est que les personnages ne sont pas les mêmes au début et à la fin de la scène. Il y a eu la scène les a transformés, les a bougés. C'est ça aussi qui est passionnant, quoi. Ça bouge tout le temps, quoi. Ils sont agis aussi par les situations et par le texte, enfin, et ils sont bougés, quoi. Est-ce que les hommes, en vous entendant en même temps, je me dis oui, sans doute, mais attendent autant des rôles claudéliens que les femmes? Parce que alors, les femmes, évidemment, je pense qu'une comédienne veut jouer prouesse, veut jouer aisée, enfin, qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça d'irrésistible dans cette langue. C'est pareil pour les comédiens? Oui, bien sûr. Rodrigue, Lézard, même là, je vois, là, en travaillant avec les acteurs, chaque scène, alors
il y a des rôles qui sont plus, même des petits rôles. Par exemple, il y a Loïc qui va jouer Don Gusman. C'est tout petit. C'est une espèce de vieux Don Quichotte complètement raté, qui croit encore, qui va aller évangéliser les sauvages. Mais rien que ça à jouer, il n'y a pas beaucoup de répliques, mais rien que ça, mais c'est magnifique parce qu'on s'engage là-dedans, on y met toute sa foi, même si c'est tout petit. Mais chaque scène et chaque rôle, et si on plonge grâce à l'écriture de Claudel, c'est un moteur de jeu incroyable, quoi. On passe tous les rôles, tu as raison, tous les rôles passent par les grands questionnements de la désillusion, de l'amour, de la mort, tous. Il n'y a pas un rôle, même le plus petit rôle. Alors, c'est tout ça transfiguré ou par la drôlerie, ou par le burlesque, ou par l'ironie, ou par le sarcasme, l'absurde, mais par l'absurde, parce qu'il y a énormément de scènes à l'intérieur qui jalonnent ces grandes scènes dont on parlait. Il y a énormément de scènes qui sont des scènes burlesques, des scènes absurdes, enfin des scènes sarcastiques, et en même temps qui ont leur concret, qui ont leur utilité profonde, et où chaque personnage agit sur lui-même pour une transformation de sa pensée et de la pensée presque de la scène suivante. Et je pense que les spectateurs qui vous écoutent, qui pourraient peut-être appréhender ce soulier qui est comme ça démesuré en termes de longueur, se rendent compte qu'en fait c'est véritablement un texte qui est porté par une énergie folle, c'est-à-dire qu'on part dans un mouvement véritablement. Oui, il faut pas réfléchir, il faut vraiment écouter et se laisser envahir par ça. Il ne faut pas se dire tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire, si on commence à et l'acteur et le spectateur. Si le spectateur se pose, j'ai pas bien compris la phrase là, non, faut oublier, faut se laisser envahir par le flot. Quand on est devant la mer, on se dit pas tiens, la vague est un peu plus petite que celle-là. Non, on regarde la mer. C'est un peu pareil, donc c'est un peu la même puissance qui nous envahit. Dans son mot d'ordre, au début, il parle de provisoire. Et alors, c'est drôle parce que je me disais, oui, le provisoire, quel est le rapport aussi avec une certaine idée du rêve. Finalement, on peut penser aussi à La vie est un songe, on peut penser au son d'une nuit d'été. Il peut y avoir tout ça dans ce baroque comme ça aussi inventé qui permet tout. En fait, rien n'est interdit d'une certaine façon. Mais c'est un vrai inventeur de théâtre en même temps. C'est-à-dire que quand on pose le soulier de satin, enfin, quand on regarde petit metteur en scène, se dit, oh là là, mais comment je vais faire? Ça se passe en Amérique, ça se passe en Espagne, ça se passe en Italie, ça se passe au Maroc. Enfin, comment on fait? Ça se passe au milieu de l'océan. Comment on fait au théâtre pour raconter le monde? Et en fait, il pose des vraies énigmes. Et puis, je crois que Claudel, du coup, participe à l'invention, je dirais, du théâtre. Si le metteur en scène est à l'écoute de l'œuvre, en fait, c'est Claudel qui invente un monde. Et du coup, le metteur en scène, lui, il doit se creuser la tête pour résoudre un peu toutes ces énigmes et comment on fait. Mais finalement, le vrai moteur, c'est lui, quoi. C'est lui qui invente le théâtre. Avec des didascalies magnifiques. Avec des didascalies magnifiques. Voilà. C'est un personnage, les didascalies presque. Pardon. Je aussi caresse, pardon. Mais un personnage, je ne sais plus dans quelle journée c'est, on dit le meilleur didascalie, pour rebondir sur ce que tu dis, Christian, il disparaît. Voilà. Et je me souviens d'Antoine, disons à l'acteur, il disparaît. Et du coup, ça pousse l'acteur à inventer quelque chose. Bon, alors pour vous donner quand même la solution, je me souviens que l'acteur, il avait enlevé ses chaussures, il avait laissé ses 2 chaussures sur le plateau, puis il était parti comme ça, en laissant ses 2 chaussures sur le plateau. Mais ça suscite l'imaginaire, ça suscite l'invention, mais c'est lui qui nous pousse à ça. Mais le verset aussi suscite l'invention. Bien sûr. Le verset, c'est pas tellement l'invention qui suscite, c'est l'énergie. C'est véritablement l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un claque, on s'arrête. Bam, on repart. Moi, la première expérience que j'ai eue de Claudel, c'était au Cours Florent. Et c'est Marianne Lewandowski qui avait monté Tête d'Or. D'accord. Et donc, on avait 20 ans. Je suis arrivé à Paris. Et je me rappelle, il nous avait donné le texte c'était Loïc Barbon qui jouait avec Céleste. Et c'est juste pour le verset, l'histoire du verset. Elle nous donne le texte et dit allez-y, improvisez-moi la première partie. Donc, texte en main avec Loïc, on improvise la première partie, on termine bavant dans la bouche l'un de l'autre, trempé de larmes, etc. On arrête, épuisé, elle dit voilà, c'est parfait, ça me montre juste que vous êtes les acteurs pour jouer ça. Après, ça montre aussi que c'est pas du tout comme ça qu'on le joue, donc donnez-moi vos voitures. Elle prend le texte, et puis le lendemain, on se revoit, et elle avait annoté tout notre texte.
de la même manière, avec une barre, ou 2 barres, ou 3 barres, ou 4 barres, à chaque verset, en fait. Et c'est quoi la barre, du coup? C'est le souffle? Et en fait, elle était venue avec un bâton. Et puis, elle disait, allez-y, lisez. Et à chaque fois qu'il y a une barre, je donne un coup de bâton ou 2 coups de bâton. Donc, on a lu comme ça. Et puis, bam, te voilà, machin, bam, bam, te voilà. Et en fait, ça a créé une espèce de synergie avec le rythme, avec la violence interne des coups de bâton et tout. Et en fait, le texte devenait presque hypnotique et en même temps de plus en plus concret dans cette espèce d'avancée. On veut avancer, non, bam, bam, bam. Et là, on peut avancer. Donc, il y a une espèce d'énergie comme ça, viscérale, tellurique du verset qui crée le besoin de continuer, en fait. C'est vrai qu'Éric en a parlé, il fait le verset, c'est un peu le verset s'arrête et il faut continuer. Il faut continuer, mais on ne continue pas impunément. C'est pas c'est pas une gloire, encore une fois. C'est pas construit comme j'enchaîne la phrase, comme on peut enjamber les alexandrins ou quoi. Non, le verset est vraiment pour donner l'énergie de continuer au verset suivant. Ouais. C'est comme un passage de vitesse. Ou un passage de vitesse. On rétrograde, on continue. Il y a un temps d'arrêt. L'énergie tourne toujours. C'est surtout pas je m'arrête. C'est je m'arrête un peu, même je me dessin animé dans le vide, j'avance pas, puis on est reparti sur autre chose. Mais c'est assez fascinant. Le verset est assez ça fonctionne aussi pour nous. Puis alors, c'est des applis de jeu pour les acteurs formidables. Parce que quel auteur, et presque il nous donne la main pour jouer, quoi. Tchekhov avec sa ponctuation. Tchekhov avec sa ponctuation. La virgule, c'est temps, le point, c'est temps, le point virgule, c'est temps. Du coup, les auteurs qui nous donnent la main, et c'est quand on les suit, c'est un appui de jeu pour les acteurs formidable. Et c'est hors de toute psychologie, hors de toute... C'est de la musique. Enfin, c'est vraiment... On s'appuie sur la partition. Exactement. Il y a quelque chose qui est très particulier au projet-là du théâtre à la table, c'est que c'est un théâtre qui est filmé. Donc quand je vous entends parler, ce que ça permet aussi, ce théâtre filmé, c'est d'avoir des micros sur vous, et c'est aussi de ne pas tout le temps pousser. En fait. Ouais, mais en même temps, bien sûr, mais en même temps, c'est pas non plus une langue qui se dit tout bas. C'est-à-dire que je regardais encore le soulier première journée, il n'y a rien à faire. Je voyais Sylviane qui parlait à Clément Pouli, et c'est Don Balthazar. C'est-à-dire qu'elle est à 50 cm, mais c'est une langue qui emmène de l'énergie, qui apporte de l'énergie. Alors évidemment, on peut faire ça permet plus de modulation. Voilà, on peut moduler, mais on n'est pas dans ça ne crée pas de l'intimité. Il n'y a pas de murmure. Si, il peut y avoir du murmure, bien sûr. Ça peut être mezzo voce, mais même quand c'est mezzo voce, c'est porté. C'est quand même vigoureux, c'est quand même volontaire, c'est quand même voilà. Mais tous les personnages, ils sont révoltés, passionnés, en colère, mais il n'y a pas de... Je me souviens... Dieu vomit les tièdes, quoi. Voilà, ça ne supporte pas. Et même Claudel, quand on lui disait, mais pourtant vous êtes chrétien, vous devez faire preuve un petit peu de condescendance avec votre prochain et tout ça. Et il dit, avant la charité, il y a la colère de Dieu. Et je crois que le texte, même si on parle un peu bas, mais n'empêche qu'à l'intérieur, il faut se dire qu'on est habité, qu'on défend des choses, qu'on veut voilà, l'amour de Rodrigue pour Prouès, c'est un amour envahissant, ça le prend tout son être, et tous les personnages sont habités, sont passionnés. Alors même si on parle comme ça, mais c'est pas très grave, mais il faut rester dans le... Ça ne supporte pas la conversation, quoi. Il est chaud. Est-ce que ça fait une après-midi de Claudel qui devient déjà limite. Je suis épuisé. Encore 5 jours à venir. En fait, on devrait faire ça le vendredi en fin de semaine. C'est ça. La quatrième journée est plus calme. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord, cette énergie-là, dans la 2 et la 3, il y a aussi ça dans la 4, mais comme ça va... Les forces s'apaisent, se dissolvent, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi les choses, pourquoi, il y a un moment donné, Rodrigue, pourquoi d'où les roches, de quelles ruines sortent ces roches. Il pose des questions, c'est magnifique, de quelles ruines sortent ces roches. Il y a beaucoup
de questionnement sur où je vais après et comment sauver cette Vous arrivez un peu au bout du voyage, vous êtes obligé évidemment vous d'être chargé des 3 premières journées quand vous arrivez à cette 4e. Ce qui est extraordinaire pour moi, c'est de voir le travail de tous mes camarades, comment vous allez vous approprier ce décor, comment il va bouger, ce que vous allez en faire. Je suis dans la 3e journée avec Thierry, donc de l'intérieur, ce qui fait que... Thierry qui est dans la première et la 2e. Il va faire l'espionnage industriel. Mais c'est-à-dire, déjà, en première journée, j'avais noté des idées que je pouvais avoir ou des choses... Ils les ont fait. Heureusement, non, c'est bien, ils les ont fait et ça marche. C'est-à-dire que le ciel étoilé dans la salle de Richelieu à un moment donné de la nuit, c'est avec ce lustre à 20%, qu'est-ce que c'est beau, je vais le réutiliser. Après, il y a des choses, mais ça je peux enlever parce que justement cette 4e journée étant la journée de la dissolution, peut-être c'est l'acte le plus copeau. Genre il y a un tabouret et plus rien parce qu'il n'y a plus l'apparition de la Vierge, il n'y a plus la lune, la tempête est passée. La tempête est passée. Mais dans l'existentialisme, enfin oui, là. L'invincible Armada a été engloutie par une énorme tempête, tout le monde est sur des bateaux, ça tangue de tous les côtés, le pouvoir du roi d'Espagne commence ils essaient de faire une entourloupe à Rodrigue. Alors ça c'est ma grande question pour vous, est-ce que Rodrigue est dupe de la proposition du roi quand on veut le faire roi d'Angleterre ou pas? Parce qu'on a l'impression que... Et ça, j'ai pas encore répondu à cette question. Oui, moi je connais la réponse, mais tu me la dirais pas. Cherche, mon gars, cherche. Non, mais il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Il dit, tiens, est-ce que c'est... Comment il y va volontairement, ou il se met dans cette situation pour être poussé vers... Puis il y a cette épée qui est extraordinaire, une scène entre le père et la fille qui est... une des plus belles, comme ça, Elle termine la 3e journée. Oui. Julienne. Dans cette épée. Enfin, la fille de... c'est elle. Elle passe de prouesse à cette épée. C'est le gars qui fait merde, ne m'abandonne pas. Extraordinaire. Alors, voilà. Alors ça, c'est des choses... Tu vois, des passages de relais aussi. Oui. En fait, j'ai demandé à Suliane, qui fait la première prouesse, de faire... qui est magnifique. De faire cette épée. Et faire la fille, tu vois. Donc, on retrouve pour le spectateur l'image et que je ne savais pas du tout qu'elle faisait aussi l'enfant. Ouais. Et ça, c'est super, parce que ça fait le lien. Alors voilà, il y a aussi des gens qui vont changer, les Rodrigue vont changer, mais ça, c'est ce que permet aussi la troupe. Hein. Oui, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que nulle part ailleurs c'est possible, ça. Et cette manière comme ça de se passer aussi les rôles et de se passer le témoin. Ça, c'est beau, l'initiative d'Éric d'avoir proposé ce soulier de satin, quoi. C'est au niveau de la troupe, c'est formidable. Quoi. Et de le faire sur le plateau. Quoi. C'est vraiment une belle idée, quoi. Bah, ça tombe bien là, au niveau de l'organisation de l'agenda. Oui, parce qu'avant, on l'a fait un peu partout, le théâtre à la table, dans les salles de répétition, dans la coupole, même un bref passage au Bouffe du Nord, mais que le soulier soit sur le plateau de Richelieu avec la symbolique et puis la beauté, de ce que ça signifie. Ouais. Et là, chacun de nous, actrice ou acteur, il y a ce petit supplément d'âme, je pense que nous on a en disant je vais être là-dessus et diriger, et puis de tous les copains et copines qui disent tiens, je vais prendre un casque, et je vais jouer ici ou sur ce plateau dans cette salle avec ces décors que l'on voit, les rues, cases à décor, et ce plateau dont on est privé quand même depuis un moment. Elle n'a peut-être pas le dernier théâtre à la table. J'espère que ce sera le dernier, ça veut dire... Oui, ça pourrait finir au bout des 4, avec le public qui revient dans la salle, ce serait très beau, ça. Mais c'est un final magnifique, que la dissolution de cette 4e journée soit la dissolution du théâtre à la table, même si on a eu énormément de plaisir à le faire, et puis ça nous a tous tenus dans le jeu, mais que quand même notre... Oui, vous n'êtes pas rouillé du coup. Ah non. Ça on est continué à entretenir. C'est un travail formidable, mais c'est un travail qui a de grandes vertus, parce que parfois autant le théâtre filmé peut être un peu soporifique ou un peu... on peut se poser la question de l'utilité du théâtre filmé, alors que là, comme vous le disiez, il y a le gros plan, c'est fait comme du cinéma sans être du cinéma, c'est-à-dire c'est du théâtre sans être du théâtre, mais il y a quand même un travail de réflexion, de captation, de jeu qui est extrêmement intéressant, je trouve. Enfin, voilà. De toute
toute façon, peut-être qu'on ne l'abandonnera pas complètement, peut-être qu'on en verra la forme, si je ne sais pas, je m'arrête peut-être beaucoup. C'est pas, mais c'est un théâtre, c'est un travail, en tous les cas, une idée qui a de grandes vertus. Et qui a évolué au fur et à mesure des premiers théâtres à la table, parce qu'on s'en est, chaque directeur artistique s'en est emparé, l'a un petit peu tordu, trafiqué, on en a vu ses limites, trop de mise en scène, non, mais on revient à quelque chose de plus simple, il y a des pièces qui sont plus faciles au théâtre à la table, il y a d'autres goûts, là, ça va être plus... Et puis il y a aussi des prises de rôle possibles, qui peut-être aussi... Exactement. Il y a des ça, rôles c'est génial. jouer, Lesquels on n'aurait pas nécessairement été pressentis. Oui. Tout à fait. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'on s'amuse, enfin je sais pas vous, mais moi je sais qu'en distribuant à mes camarades, d'un coup il y avait aussi une envie de voir un acteur ou un copain, de temps en temps on n'a pas l'habitude de un contre-emploi. Voilà, et ça le permet complètement ça. Et puis il y a des belles surprises du coup. Ben oui. Et puis il y a cette œuvre quand même aussi qui n'aurait jamais été montée On ne pouvait pas. dans son intégralité, comme ça, telle que sur scène, en plateau. Non, mais on peut. On pourra peut-être, quand on aura une salle, la Cité du Théâtre, quand elle sera faite, un plateau où l'alternance n'est pas nécessaire, puisque là c'est très difficile. Après, on l'a envisagé de mille façons différentes, pour faire ça des intégrales le dimanche, une journée par soir. On y a pensé. Quand Peer Gynt a été monté au Grand Palais, c'était parce qu'on était sorti hors des murs, c'était déjà une œuvre de 5h30. Ça a été possible hors les murs. Mais c'est ce qu'on a fait avec Antoine à Chaillot. Quand on l'a repris à Paris, on faisait le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y avait une journée par jour. C'est comme la tétralogie. Voilà, et le samedi et le dimanche, on commençait à midi, et on faisait à minuit, on faisait samedi, dimanche, on faisait 2 intégrales de suite. Ah ouais, 2 intégrales le week-end. Ouais, on faisait le samedi et le dimanche. Ah les vaches, t'étais jeune à l'époque. En même temps, tout le monde n'est pas 12 heures sur scène, tu vois. C'est ça qui est très... L'ambiance doit être assez fascinante quand même. Ça devait être dingue. La vie de coulisses, c'était un spectacle. Il y a des gens qui dormaient pendant... Des gens qui dormaient, on mangeait aussi. Voilà. Moi, je me rappelle déjà d'avoir vu la mise en scène de Pi, qui n'était pas une intégrale, mais il y avait déjà quand même ces 2 grands entractes, cette espèce de voyage qu'on faisait quand même. Je me souviens de Valérie Dréville, qui faisait cette épée, qui n'arrivait qu'à la fin de la 3e journée, avant d'attaquer la 4e, donc qui arrivait vers 4h du matin, 5h du matin, et à Avignon. Et là, au début, elle se dit, bon, je vais aller à l'hôtel, puis je mettrai mon réveil, puis je viendrai pour... Mais elle nous a dit, c'était pas possible. C'était impossible. Impossible. Il faut savoir que la paix était partie, c'était impossible de rester à l'hôtel. Il fallait être là, quoi. Donc elle dormait, pardon. Elle dormait. Alors du coup, oui, après chacun faisait sa petite tambouille. Ou elle dormait même peut-être pas et elle se laissait on trouvait un rythme. Moi je sais, je jouais 7 rôles et je sais que je n'arrêtais jamais en fait. Donc je me préparais tranquillement pour le premier, c'était le sergent napolitain. Une fois que j'avais fini, je prenais le temps d'enlever mon costume, de me démaquiller, de me remaquiller pour le rôle suivant, de m'habiller. Et paf, j'étais prêt, j'avais le timing à chaque fois. Je n'arrêtais jamais en fait. Et à chaque fois, paf, j'étais prêt pour jouer, je jouais, je sortais, je me préparais. 12 heures sans manger, sans Cette ivresse, là aussi, il y a quand même toute cette mystique, évidemment, ce rapport au sacré. Question idiote, mais est-ce qu'on a besoin que ça résonne en soi ou le texte, de toute façon, nous y emmène? Que comme l'organiste qui peut être complètement athée, peut accompagner toute sa vie. L'organiste complètement athée. L'athéisme n'a rien à voir avec la mystique. Ouais. Je crois. C'est vrai, ça, d'accord. Mais il y a quand même, Voilà, la mystique, c'est aussi la cosmologie. C'est quelqu'un qui n'est pas bouleversé devant l'immensité étoilée ou la profondeur de l'océan. Ça, c'est du mysticisme pour moi. Enfin, c'est pas nécessairement le lien uniquement vers Dieu, mais c'est quand même pour un athée, c'est quand même le lien vers Dieu, même s'il ne le sait pas, même s'il n'est pas au courant, et même si Dieu n'existe pas, il y a quand même le lien vers quelque chose. Voilà, donc là, je crois que la mystique, c'est ça, et que tous les artistes, en tous les cas, et que tout le monde, en fait, profondément, tous les humains, sont parcourus par ça, l'ont caché, l'ont enfoui, l'ont mis sous la semelle parce que ça ne sert à rien, mais ça sert à quelque chose. Et
peut-être que la grande vertu de Claudel et de ces œuvres-là est de faire revibrer cette espèce de grande corde grave et profonde qu'est l'accord mystique. Puis il y a une foi, il y a une foi, il y a un engagement. Enfin, ça aussi, c'est, voilà, il y a une croyance, ça peut rejoindre ça aussi, la mystique, c'est la manière dont on se balance dans la croyance, dans l'engagement aussi, tout ça est de l'ordre de la mystique aussi, quoi. D'ailleurs, Claudel détestait les petites bondieuseries. Lui, c'était son rapport à Dieu, direct, face à face, quoi. Sans escale. Des petites bondieuseries, machin, tout ça, il avait horreur des petits curés de province. Lui, c'était face à face avec Dieu. Moi, j'essaie désespérément, par exemple, je suis un garçon qui essaie désespérément de ne pas croire. C'est-à-dire, j'essaie de me persuader tous les jours que non, c'est ridicule, c'est débile de croire, et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à ne pas croire. Mais bon, après, c'est chacun son interrogation sur cette chose-là. Et c'est vrai que quand je vois des œuvres comme ça, bon, bah, ça va, laisse tomber. On verra bien. Je voyais, oui, Christian, je vous voyais ouvrir. Non, parce que je vais pas commencer à lire des choses. Ah, mais justement aussi un mot pour moi, j'aimerais bien que chacun, pour terminer, c'est tellement bourré cette pièce de phrases qu'on a envie d'avoir comme des trésors dans sa petite boîte à outils personnelle, de pouvoir les ressortir. Je me demandais quels étaient vos trésors dans ce soulier. Vous n'aurez pas le mien, parce que je n'ai pas pris mon texte. Oui, vous n'avez pas de phrases comme ça. Il y en a Christian va nous donner trois. Christian. Non, mais donne-nous tes 3 petites madeleines. alors, ça c'est le japonais. C'est un personnage qui est auprès de Rodrigue. Rodrigue a été au Japon, il a perdu une jambe, il a attaqué. Enfin bon, c'est le japonais d'ailleurs qui lui a coupé la jambe, ou ses hommes, et il l'a comme dessinateur. Il dessine des images saintes. Il est dans le dessin, là on est complètement... et c'est le japonais qui lui dit « Il est écrit que les grandes vérités ne se communiquent que par le silence. Si vous voulez apprivoiser la nature, il ne faut pas faire de bruit, comme une terre que l'eau pénètre. Si vous ne voulez pas écouter, vous ne pourrez pas entendre. » Mais juste cette phrase, si vous ne voulez pas écouter, vous ne pourrez pas entendre. C'est si vous ne voulez pas voir ce qu'il y a dans mon texte, ben vous ne l'entendrez pas. C'est exactement ce que tu disais sur si vous ne voulez pas croire, vous ne croirez pas. Et qu'à un moment donné, dans ce silence-là, alors il parle de silence sur 400 pages, ça n'arrête pas de parler, mais il y a du silence aussi, à un moment donné, dans les versets, entre les deux versets. C'est un silence tellement... La deuxième journée commence aussi sur Tonio, Noria et Pélage, ça commence par un silence. Ouais. Et puis on entend juste le bruit d'un oiseau, quoi. Ça commence comme ça. Il n'y a pas de séparation lorsque les choses sont unies comme le sang avec les veines. Bon, la charité peut... où le corps ne passe pas, la charité peut passer, qui est plus forte que tout. Ouais, on peut parler 2 heures sur juste. Et c'est des. Et j'en ai plein, je vais pas les. Mais c'est truffé, toutes les journées sont truffées de ces. C'est comme des petites mines antipersonnelles. C'est comme des petits haïs. Des petits échos, mais qui font, quand on les entend, quand le spectateur, l'auditeur, la personne qui rentre dans cette œuvre, qui ne va pas la lire mais qui va l'écouter, un acteur ou une actrice va porter cette parole, ça peut faire. Qu'est-ce qui. Et là, ça change la face du monde, parce que ça change un être. Et ça, c'est des grandes œuvres. Shakespeare, dès qu'on touche à l'essentiel de l'être, dans une écriture portée par des acteurs, par la voix, et voilà quoi. Moi, je crois que voilà, c'était la meilleure façon de donner envie, évidemment, à tous les spectateurs de ce soir, de se brancher sur les réseaux sociaux de la Comédie Française pour découvrir cette deuxième journée samedi à 20h30. Première partie, donc, magazine de ce 28e opus de l'émission Quelle Comédie terminée, à suivre dans une poignée de secondes un avant-goût de cette deuxième journée, en l'espèce un extrait de la première journée de répétition captée tout à l'heure. Tout à fait. On a vu. Ouais, on a formidable. En tout cas, un grand merci à tous de suivre avec intérêt ces rendez-vous. Un clin d'œil aussi à Clément Gobert qui filme depuis le début ce théâtre à la table avec talent et sensibilité rare. Merci aussi évidemment à Arthur Lenoir sans qui ces émissions ne seraient pas possibles. Vous avez rendez-vous avec Béline lundi prochain et moi je vous remercie tous les 3. C'était très agréable de discuter avec vous et on a très envie de poursuivre le voyage. Merci. Merci à vous.
Donc nous, on va s'attaquer à la deuxième journée. Alors peut-être pour commencer, je vais peut-être parce que tout le monde ne sait pas qui fait quoi. Alors je vais peut-être vous dire la distribution. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Donc Don Gilles, c'est Thierry en 6. Le commis, là c'est chez le drapier, ça sera Salomé. Le maître drapier, ça sera Clémentine. Le premier cavalier, ça sera Camille. Le deuxième cavalier, ça sera Chloé. Le troisième cavalier, ça sera Salomé. Le quatrième cavalier, ça sera Camille. Un autre, ça sera Chloé. Voilà, il y a beaucoup de monde dans cette première scène. Mais en fait, je profite pour vous dire que la première scène, ça va être un joyeux bordel où tout le monde sera concerné. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu le déroulement de la première scène, mais en fait, tout le monde sera concerné. Mais ce que je viens de citer, c'est ceux qui ont du texte. Voilà. Après, l'irrépressible, ça sera Hervé Pierre. Donia Prouès, c'est Elsa. Donia Honoria, c'est Claude Mathieu. Don Pélage, Alain Langlais. Le vice-roi de Naples, Clément Hervieux-Léger. Le seigneur 1, ça sera Chloé. Le seigneur 2, ça sera Camille. L'archéologue, ça sera Clémentine Billy. Le chapelain, ça sera Salomé Benchimol. Saint-Jacques, Éric Génovèse. Le roi d'Espagne, Clément Bresson. Don Rodrigue, Sébastien Poudrou. Le capitaine, Nicolas Lormeau. Don Camille, Stéphane Varupen. Donia Musique, Jennifer Decker. Don Gusman, ce sera Loïc Corbery. Ruiz Peraldo, Chloé Ploton. Osorio, Camille. Remedios, Salomé. Le porteur indien, Clémentine. L'ombre double, c'est Coralie, qui n'est pas là ce matin, mais enfin, elle nous rejoindra. Et puis la lune, ça sera Clotilde de Bayzère. Voilà. Voilà le programme. Voilà. Alors, alors le soulier de satin, alors moi, je suis assez, oui, ému de le faire puisque j'avais fait donc la création avec Antoine Vitesse à Avignon il y a maintenant plus d'une trentaine d'années. Voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai amené le journal du soulier de satin, qui est un espèce de reportage et de textes et photos, voilà, sur la création que l'on a faite avec Antoine. Vous me verrez à 30 ans. Voilà. Voilà. Et alors, en fait, le soulier, vous le savez, c'est quand même cette espèce de grande fresque espagnole où Paul Claudel avance masqué. C'est là où vraiment c'est comme c'est son journal intime qui l'a complètement sublimé avec cette histoire du soulier de satin. Alors d'une part, et puis d'autre part, il s'était inspiré d'une légende chinoise où il y a deux astres dans le ciel qui se poursuivent et qui se rencontrent juste l'espace d'une seconde, et de là naît une passion entre ces deux astres célestes. Voilà, c'est aussi inspiré de cette légende chinoise. Et d'ailleurs, Claudel le fera mieux que moi, il résume comme ça, lui, alors sans donner la partie intime de sa vie, voilà comment Paul Claudel résume le soulier de satin. Il dit... le sujet du soulier de satin, c'est celui de la légende chinoise des deux amants stellaires qui, chaque année, après de longues pérégrinations, arrivent à s'affronter sans jamais pouvoir se rejoindre d'un côté et de l'autre de la Voie lactée. Ainsi, Rodrigue et Prouès, séparés par une volonté supérieure que les anciens auraient appelée le destin, mais qui n'a rien perdu de son mystère en devenant un sacrement. Le grand sacrement qu'on appelle mariage. De cette volonté, les deux amants sont à la fois les victimes, les adversaires et les complices. Prouès essaie de rejoindre son amant, mais c'est avec une aile rognée. Elle a donné son soulier à la Vierge. Rodrigue a conclu imprudemment un pacte avec Saint Jacques, patron de l'Espagne, qui, sous la forme gigantesque d'une constellation, fait le passeur sur les deux hémisphères. En vain, Prouès lance à la mer une lettre désespérée. Elle met 10 ans à parvenir à sa destination,
Et quand le conquistador enfin arrive pour la délivrer devant Mogador au Maroc, où s'achève une destinée tragique, il est trop tard. Voilà le résumé de Claudel. Alors, c'est marrant parce que l'histoire du soulier de satin, comme quoi tout est rattaché à des choses très concrètes de la vie de Claudel. Par exemple, j'ai lu encore récemment sur même le titre, le soulier de satin. Alors évidemment, c'est le soulier que Fouès donne à la Vierge pour dire je vais vers le péché en boitant. Mais c'est aussi relié à une histoire vraie. Claudel a rencontré Rosalie Welch, vous savez, sur le bateau qui partait vers la Chine. Et là, il se paraît qu'un de ses amis, voyant que Claudel avait voilà une certaine attirance pour Rosalie, eh bien, va piquer une chaussure à Rosalie et va la mettre dans la poche à Claudel. Voilà, pour vous dire simplement que tout est relié à des choses très concrètes. De même qu'on parle beaucoup dans la deuxième journée de Mogador, eh ben, là aussi, c'est une histoire très concrète. C'est Paul Claudel qui retrouvait Rosalie Welch à Paris, rue Mogador, dans un hôtel. Vous voyez, et là, c'est devenu Mogador au Maroc. Voilà. Tout ça pour dire qu'il avance masqué. Puis Claudel aussi était très influencé par Rimbaud. Il adorait les lectures de Rimbaud. Donc là aussi, tout ce fantasme. Il aurait aimé être Rimbaud. Il aurait aimé être le conquistador Don Rodrigue. Il aurait aimé peut-être faire des petites malversations, des choses pas très claires, comme le fait donc Camille dans le soulier de satin. Tout ça le faisait fantasmer. En fait, oui, il a voyagé à travers le monde, mais quand il a voyagé, il était dans le corps diplomatique. Tout ça est très, comme il dit dans une interview, il dit oui, on lui dit mais il disait mais qui veut aller loin ménage sa monture. Alors lui préférait vraiment la tranquillité du diplomate, voilà, mais ça n'empêche qu'à l'intérieur de lui tout bouillonnait et ses envies d'aventure, ses envies de passion, ses envies de tout ça étaient en lui quoi. Et il a pu exprimer tout ça dans le soulier de satin quoi. Et puis alors je vais aussi en venir alors après. Dans la structure même de la deuxième journée, à chaque fois, ce sont des petites scènes, mais vous voyez, ça pourrait être presque comme des petites pièces à chaque fois, en fait. Et c'est un espèce de patchwork qu'on va répéter comme ça séparément. On mettra tout ça ensemble le jeudi. Mais vraiment, c'est des choses très, voilà, comme un patchwork où chaque scène peut être vraiment répétée indépendamment l'une de l'autre. Et puis il y a aussi une chose auquel je voulais attirer votre attention, c'est sur l'écriture même de Claudel. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui vient du Tardenois. Alors le Tardenois, c'est situé, si vous voulez, entre Soissons et Reims. Vous voyez, c'est dans la grande banlieue est de l'Île-de-France. C'est une terre triste, terreuse. D'ailleurs, quand on entend Claudel parler, on sent que vraiment il est rattaché à la terre, le Tardenois, il roule les airs, enfin il est très, voilà. Et c'est un territoire austère, voilà. Il faut savoir aussi que dans sa famille, aussi, si je parle aussi de tout ça, parce que il y a des résurgences dans la pièce du soulier de satin. Dans son enfance, il a eu une enfance où dans sa famille, on se disputait beaucoup. Ça criait, ça se disputait beaucoup. Donc il y a aussi cette âpreté comme ça aussi de Claudel qu'on retrouve aussi dans l'écriture. Et puis alors sur les versets, parce que voilà, je vous ai envoyé un petit mot de vitesse qui nous donnait cette consigne comme ça du respect absolu du verset claudélien. Alors ça demande d'une part, ça demande un entraînement. Moi, je voudrais pas que ça se formalise, qu'on reste très concret avec la langue. Mais par contre, ça peut être des formidables appuis de jeu. Ne serait-ce que, par exemple, il y a des versets assez grands, cette espèce de respiration pour rentrer dans le verset témoigne aussi des passions, témoigne de la colère, témoigne de la révolte. Et en rentrant de plein pied comme ça dans le verset, ça, c'est aussi des grands soutiens de jeu. Voilà. Finalement, il écrit comme il respire en fait. Dès que c'est des grands versets, donc on peut essayer de s'efforcer comme ça, aller au bout du verset. Puis dans ces versets,
il y a aussi, c'est tout ça une langue très, très goulayante. Enfin, ce côté paysan, un sou est un sou. Il y a aussi un mot est un mot, quoi. Et rentrer, c'est aussi des formidables terrain de jeu aussi pour les acteurs, de rentrer comme ça dans ces versets, de rentrer avec les mots, de jouer avec les mots, de les avoir voilà dans la bouche et d'avancer vraiment avec le langage de Claudel, et qui outre des questions de sens dont on parlera quand on répétera, mais il y a aussi des sens cachés comme ça qui vont ressurgir, qui seront des mouvements de l'âme, qui seront des mouvements de passion, qui se dispensent de toute réflexion psychologique, mais qui est contenu simplement dans le souffle de la production du texte, quoi. J'ai pris comme ça quelques petites notes. Oui, on disait aussi, parce qu'il avait toujours un foutu caractère, et on lui disait, mais enfin, en tant que chrétien, vous devriez quand même comprendre la charité chrétienne, ça existe. Et Claudel répondait, avant la charité, il y a la colère de Dieu. Voilà, donc il était très... voilà. Et puis, dans l'écriture même, il y a rien de posé, ça ne discute pas, quoi. Il y a toujours de la révolte, de la rage, de l'humiliation, de la colère, de l'exaltation, de la joie, de la croyance, de la détermination. C'est une écriture comme ça, enflammée, concrète. Voilà, ça ne supporte pas le conversationnel, quoi. C'est toujours une chose très engagée. Il dit, d'ailleurs, à propos de ça, là encore, je cite Claudel, il dit « Les héros du soulier de satin ne sont pas des avocats, ce sont des croyants. Ils ne se retrouvent pas placés devant une proposition dialectique, devant un thème à discuter, mais comment dire, devant un rugissement, devant une interdiction formulée une fois pour toutes, comme par une seule émission de la voix, imprimée d'un seul coup, comme par la foudre sur le granit. » Voilà. Cette écriture qui est quand même très très concrète et très très musclée, quoi. Voilà. Que vous dire encore? Voilà. Et puis en même temps, cette écriture, c'est un formidable terrain de jeu pour les acteurs, parce que on peut reconnaître dans le soulier de satin, on va vraiment du trivial au sublime. Un peu Shakespeare aussi a été une influence pour Claudel. Et puis cette chose aussi de faire parce qu'il pose aussi des vrais problèmes, c'est-à-dire comment tout d'un coup il va nous mettre l'ombre double. Comment on fait pour interpréter l'ombre double? Comment on fait pour passer de l'Amérique à l'Espagne à l'Afrique? Comment on fait pour faire un naufrage en pleine mer? Tout ça, c'est des choses comme ça qui demandent, finalement, ils suscitent c'est le véritable, enfin l'inventeur, c'est Claudel qui pose vraiment des problèmes aux metteurs en scène, quoi. Comment on fait pour résoudre toutes ces choses-là? Et en même temps, Antoine, je me souviens, avait cette réflexion à propos du soulier de satin, où d'un coup, rien de mieux qu'un théâtre de poche pour essayer de représenter le monde, parce que si on essaye comme ça sur la grandeur du plateau, on courra toujours après une chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Mais peut-être que, justement, le lieu du théâtre, le lieu de la petite scène, et c'est vraiment le lieu idéal pour représenter le monde. Alors, c'est très bien que tout ça il y a le dispositif que Éric a inventé avec les tables. Voilà, on sera toujours autour de ces tables. Pour chacune des scènes, il y aura des positions stratégiques à trouver par rapport aux tables, voilà. Mais ce grand théâtre du monde se fera sur la petite table posée sur le plateau de Richelieu, quoi. Il y a une disposition précise ou c'est juste une table? Non, il y a une disposition précise. Alors au fond, on verra. Enfin, vous pouvez aller le voir puisqu'elle est installée. Il y a le piano. Il y a une table. Enfin, il y a deux tables qui sont accolées au piano. Il y a un tout petit espace pour laisser tomber soit des cintres. Peut tomber un tulle où on peut mettre des choses entre les deux tables. Après, il y a deux autres tables ici, et puis une grande table comme ça fait comme une espèce de T ou de croix. Voilà. Mais ça, enfin, vous verrez très vite, quoi. C'est ça, quoi. Voilà.
Au niveau des costumes et tout ça, on pourra en parler à chaque fois qu'on travaillera les scènes. Et puis peut-être que vous pourriez faire des allers-retours avec la régie costume. Voilà, alors j'ai déjà des idées, enfin pour certains qui vont répéter un peu plus tard dans le calendrier, je pourrais déjà en parler après avec eux, après la voilà, comment un peu je vous vois. Mais en général, ça sera surtout des éléments de costume. Alors à part Rodrigue, Camille, Pouez et musique, qui ont déjà un costume dans la première journée, donc on reprendra ces éléments pour la deuxième journée. Et quant aux autres, on inventera à chaque fois ensemble. Et puis Donia Honoria aussi a un costume, et Pélage aussi. Donc voilà. Mais pour les autres, on inventera ça ensemble. Là, si je pense par exemple à Clément qui fait le vice-roi de Naples, qui est un personnage complètement fantasmé par Donia Musique dans la première journée et qui tout d'un coup va avoir sa réalité dans la deuxième journée. Et donc il y a une histoire, c'est comme un espèce de prince d'un conte. Enfin, on verra une chose un peu voilà, comme s'il sortait d'un livre d'images. Donc on verrait dans l'autre costume, voilà, trouver une veste un peu, voilà. Le capitaine, on verrait une chose, peut-être on verrait une veste de costume, enfin voilà, de l'armée. Enfin, on tâchera de trouver quelque chose de capitaine. Enfin voilà. Pour Loïc, c'est une espèce de Don Quichotte perdu dans la forêt amazonienne et qui même rongé par les moustiques, la malaria, ils ont faim, etc. Mais continue à croire qu'il faut évangéliser le monde. Et donc je verrai à ce moment-là, mais que vous soyez vraiment dépenaillé, peut-être du gras sur les cheveux, peut-être une chose un peu bien crade. Voilà, une espèce de Don Quichotte. Voilà, Saint-Jacques, moi je le vois comme un clochard céleste. Je verrais une espèce de David Clodo de clochard, voilà, qui est sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà une chose. Mais bon, tout ça on en parlera un petit peu d'une manière un peu plus précise, voilà. Et puis il y a aussi une chose importante pour terminer, où c'est Hervé et Pierre qui fait l'irrépressible. Et ça sera un peu Hervé qui sera un peu notre fil rouge, qui sera un peu voilà le metteur en scène. C'est lui qui donnera les didascalies en chaque début de séquence, qui donnera les numéros des scènes avec le nom des personnages. C'est lui aussi qui fera le lien avec la caméra, puisque ça va être filmé avec les spectateurs. Et puis voilà, c'est lui qui dirigera, qui demandera à ce qu'on aménage l'espace autrement, qui donnera ses ordres, voilà. Mais ça, on va en parler avec Hervé là après la séance. Voilà. Bon, de toute façon, quand je vous reverrai chacun dans les scènes séparées, on aura le temps de rentrer un peu plus profondément dans chacune des séquences. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une lecture de tout, puisque profitez de votre présence, et puis ça sera bien de vous entendre tous.